Bonjour à tous et bienvenue à la leçon numéro 10 d'une promenade au musée. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de l'œuvre qui s'appelle Le tricheur à l'as de carreau. Avant de commencer notre étude sur ce tableau, nous allons voir ensemble le vocabulaire nécessaire. Écoutez et répétez après moi. Louche, être louche. Être louche, ça veut dire ne pas sembler honnête, qui semble être douteux. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui a tout le temps sa main derrière la veste. On va dire « Ouh, il est louche, il ressemble à un voleur, il ne semble pas honnête, il est louche. » Être naïf. Être naïf, nous l'avons déjà vu dans beaucoup de PowerPoint de leçons différentes. Naïf, c'est être innocent, ne pas se méfier, ne pas avoir conscience des choses qui peuvent être dangereuses autour de nous. La taverne. La taverne, c'est le nom que nous donnions avant aux bars. Les bars qui faisaient aussi restaurant, qui faisaient aussi café, on appelait ça des tavernes. Ces tavernes-là, en général, c'était au Moyen-Âge, à la Renaissance, jusqu'au XXe siècle. Nous appelions ça des tavernes. Malfamé, être malfamé. Être malfamé, ça veut dire que ce sont de mauvaises personnes qui vont à cet endroit. Si je vous dis que cette taverne est malfamée, c'est qu'il y a de mauvaises personnes qui vont à cette taverne, à ce bar. Par exemple, des voleurs, des bandits, des gangsters, des gens peu recommandables, des gens dangereux, de mauvaises personnes. Une somme. Alors la somme, c'est quand on ajoute des choses. Si je vous dis 2 plus 2 égale 4, 4 c'est la somme. Mais on peut aussi parler d'une somme d'argent. La somme d'argent, c'est la quantité d'argent. Dérober. Dérober, ça veut dire voler. Dérober, voler. Dérober, c'est quand même mieux que voler. C'est un niveau de langue qui est supérieur. Vous trouverez le mot dérober souvent dans les livres ou à l'écrit. Un malfrat. Un malfrat, c'est un bandit, un gangster. D'ailleurs, on peut dire « cette taverne est malfamée ». Il y a beaucoup de malfrats qui y vont. Vous voyez, dans malfamé, il y a mal et dans malfrat, il y a aussi mal. Pourquoi? Mal, ça veut dire mauvais. Donc, malfamé, ça veut dire qui est connu de manière défavorable, qui est connu de manière négative. Malfrat, vous pouvez voir le mot mal et frat comme des frères, des fraternels, donc des malfrats, des hommes mauvais. Ensuite, nous avons avertir. Avertir, ça veut dire informer d'un danger, signaler un danger, montrer l'importance d'une information qui peut être capitale, qui peut être importante. Par exemple, je vous avertis qu'il va y avoir des travaux sur la route. Je vous avertis, je vous signale, je vous informe. Une mise en garde. Eh bien, en général, quand on avertit, nous faisons une mise en garde. Une mise en garde, ça veut dire qu'une personne vous dit « si vous recommencez, vous allez être puni, vous allez avoir une punition ». Eh bien ça, c'est une mise en garde. Par exemple, si vous recommencez à voler, vous allez en prison. Eh bien ça, c'est une mise en garde, c'est-à-dire la prochaine fois, vous allez être puni. Je vous dis de faire attention. Ça s'appelle une mise en garde. La dernière fois qu'on vous avertit avant la punition, c'est une mise en garde. Nous voyons encore notre chef-d'œuvre, le tricheur à l'as de carreau. Donc vous vous souvenez, nous avons notre tricheur, nous avons la servante qui sert de l'alcool, du vin, nous avons
la courtisane qui vend ses charmes, qui représente le péché de la luxure. Et nous avons notre naïf petit prince qui, lui, ne pense qu'à jouer aux cartes. Donc, regardez cette œuvre et écoutez le dialogue. Oh, regarde, il cache des cartes dans son dos. C'est un sacré tricheur. C'est pour ça que ce tableau s'appelle « Le tricheur ». Mais je crois bien qu'il n'est pas la seule personne louche ici. Tu as raison, la serveuse doit être une complice aussi. Elle essaye de le saouler avec du vin. C'est pour cela qu'il n'y a qu'un seul verre. Oui, ils travaillaient en bande. Elle n'a pas l'air claire non plus, cette courtisane avec son regard en coin. Oh, alors ils étaient 3 à voler le jeune homme. 3 contre 1, c'est vraiment injuste. Et ce jeune bourgeois, comment est-il arrivé dans cette taverne? À l'époque, c'était une arnaque très courante. Une belle jeune femme séduisait un naïf riche jeune homme et l'emmenait dans une taverne malfamée. Que se passait-il ensuite pour ce jeune homme? On le faisait boire, jouer aux cartes et surtout, on le faisait parier de grosses sommes d'argent. Et comme le complice triche, le jeune homme perdait tout son argent. On lui dérobait toutes ses pièces d'or. Cette peinture a été créée pour avertir les jeunes personnes de cette arnaque. Alors, c'était comme une campagne publicité de mise en garde contre les bandes de malfrats. Tout à fait. À l'époque, la religion était très importante et avait beaucoup de pouvoir. Beaucoup de peintres réalisaient des œuvres pour dénoncer les 3 ennemis d'un bon chrétien: l'alcool, la luxure et les jeux d'argent. Passons maintenant à l'analyse de ce dialogue. Oh, regarde, il cache des cartes dans son dos. C'est un sacré tricheur. Oh, regarde, la petite fille, elle montre, il cache des cartes dans son dos. Donc, on peut dire cacher des cartes derrière son dos, mais on peut dire aussi cacher des cartes dans le dos. Alors oui, effectivement, hein, les cartes, ils ne les rentrent pas dans le dos, mais ici, derrière le dos ou dans le dos, les deux sont corrects. On peut dire dans son dos ou bien derrière son dos. C'est un sacré tricheur. Ici, sacré, ça veut dire c'est vraiment un gros tricheur. C'est vraiment un tricheur très grave, très important. Sacré, ça veut dire oh là là, c'est vraiment très mauvais. Ça veut dire beaucoup, très, d'accord? C'est pour ça que ce tableau s'appelle Le Tricheur. Mais je crois bien qu'il n'est pas la seule personne louche ici. C'est pour ça que c'est une expression que les Français utilisent beaucoup pour donner une explication. Donc, c'est pour ça que tu dois aller à l'école. C'est pour ça que tu dois travailler. On ne reprend pas toute la phrase, on commence juste avec « c'est pour ça que ». Au lieu de dire « oui, il cache des cartes parce que… », on va dire « c'est pour ça que ». C'est pour ça que ce tableau s'appelle Le Tricheur. Mais je crois qu'il n'est pas la seule personne. Je crois bien qu'il n'est pas l'unique personne. Je crois qu'il y a d'autres personnes louches ici. Vous vous souvenez, louche, ça veut dire qui ne semble pas honnête. Ouh, j'ai l'impression, si je regarde ce tableau, qu'il y a d'autres personnes qui sont louches, qu'il y a d'autres personnes qui sont malhonnêtes. Tu as raison, la serveuse doit être une complice aussi. Elle essaie de le saouler avec du vin. C'est pour cela qu'il n'y a qu'un seul verre. Tu as raison, je suis d'accord avec toi, la serveuse. Alors, quelle est la différence entre une serveuse et une servante? La servante, c'était un peu la bonne, l'esclave des seigneurs et des riches. La serveuse, c'est la personne qui nous sert dans les restaurants. Donc, de servante, on est passé à serveuse. Donc, attention, dans un restaurant, ne dites pas servante. Elle ne va jamais venir. Il faut dire serveuse. Serveuse, c'est la personne qui travaille maintenant dans les restaurants. Mais avant, la servante, c'était la personne qui
la bonne qui travaillait pour les seigneurs et pour les gens très riches de la bourgeoisie et de la noblesse. Donc attention, ne pas faire l'erreur. Donc ici, la serveuse doit être une complice. Vous vous souvenez, une complice, c'est une personne qui aide à faire une mauvaise action, qui aide à duper, vous vous souvenez, qui aide à duper, qui aide à voler quelqu'un. Donc, doit être, doit, ça ne veut pas dire qu'on est sûr à 100%. Doit être, ici, c'est l'hypothèse. La servante, sûrement, c'est pas sûr, mais je pense, elle doit être une complice, une aide aussi. Elle essaie de le saouler. Elle essaie, vous connaissez, saouler quelqu'un. Alors, saouler quelqu'un, les Français ils utilisent beaucoup ce verbe. Il y a deux notions. Soit on peut saouler quelqu'un, c'est-à-dire le noyer de paroles, tellement parler que la personne ne comprend rien et elle est fatiguée et vous l'ennuyez, vous l'énervez. Oh là là, aujourd'hui le professeur il m'a saoulé quoi. J'ai rien compris, j'en peux plus, il m'a trop parlé, j'étais noyée par la parole. Ou bien saoulé avec de l'alcool. Par exemple, si on donne beaucoup d'alcool et que la personne boit beaucoup de vin ou d'alcool, elle devient saoule, c'est-à-dire elle perd la raison, elle n'arrive plus à réfléchir correctement, elle n'est plus maîtresse de ses actions et de ses actes, être saoul. D'accord? Donc on peut dire que là, la serveuse, elle essaie de saouler avec du vin. Elle essaye de rendre le petit prince, le petit aristocrate complètement saoul. C'est pour cela qu'il n'y a qu'un seul verre. Donc on voit que la serveuse essaye de le saouler, ce jeune homme, et uniquement ce jeune homme, parce qu'elle ne sert qu'un verre. Et les autres personnages n'ont pas de verre devant eux. Seulement le petit prince, le petit bourgeois, va recevoir un verre. Donc on voit que la serveuse, elle est complice. Oui, ils travaillaient en bande. Elle n'a pas l'air claire non plus, cette courtisane, avec son regard en coin. Oui, ils travaillaient en bande. En bande, ça veut dire en groupe. Souvent, on parle de bande quand on parle de musique. Une bande de musiciens, une bande de chanteurs. Quand il y a un groupe de chanteurs, on peut parler aussi d'une bande de gangsters, c'est-à-dire des voleurs, des malfrats qui travaillent ensemble, des groupes. On parle alors d'une bande. Donc, ils travaillent en bande, ils travaillent en groupe. Elle n'a pas l'air claire. Elle n'a pas l'air, elle ne semble pas claire. Souvenez-vous, en français, tout ce qui est clair, lumineux, le soleil, tout ce qui est blanc, tout ce qui fait référence à quelque chose de blanc et de lumière, ça veut dire ce qui est bon. Chaque fois qu'on fait référence à ce qui est noir, sombre, ça veut dire qu'on fait référence à quelque chose de mal. Souvenez-vous, les anges sont habillés en blanc, donc c'est quelque chose de bon. Donc ici, elle n'est pas claire, ça veut dire elle n'a pas l'air honnête, elle n'a pas l'air pure, elle n'a pas l'air angélique, elle n'a pas l'air bonne. Donc ici, elle n'a pas l'air claire, elle n'a pas l'air innocente. Alors, ça veut dire elle semble plutôt dans la bande, elle semble bizarre, elle semble un malfrat, une malfrat. Elle n'a pas l'air claire non plus, cette courtisane, avec son regard en coin. Donc regard, vous savez ce que ça veut dire, c'est la manière de regarder. Le coin, on parle de coin des yeux. Il y a un coin là et il y a un autre coin de l'œil. Un regard en coin, c'est quand on regarde vers le coin, comme ça. Là, je regarde en coin, je regarde dans le coin. Ça veut dire, je ne regarde pas directement une personne, je regarde en coin. Souvenez-vous, en France, il faut regarder les personnes dans les yeux. Il faut avoir un regard direct pour être honnête, pour paraître honnête. Chaque fois que vous ne regardez pas quelqu'un directement, mais que vous regardez en coin, que vous regardez en bas et que vous parlez, que vous adressez à quelqu'un, nous allons penser que vous êtes malhonnête, que vous essayez de cacher quelque chose. Donc, quand vous êtes en France, la culture veut d'avoir un contact direct. Chaque fois que vous regardez ailleurs,
ça veut dire que vous cachez quelque chose, que vous êtes malhonnête. Donc là, la maman, elle fait, regarde la courtisane, elle regarde un peu en coin. Donc, elle semble malhonnête, regarde. Elle essaye de cacher ses sentiments et ses pensées. Oh, alors ils étaient 3 à voler le jeune homme. 3 contre 1, c'est vraiment injuste. Et ce jeune bourgeois, comment est-il arrivé dans cette taverne? 3 contre 1. 3 contre 1, c'est vraiment le terme contre que nous utilisons lors d'une bataille, lors d'un jeu. Quand on veut opposer des équipes, nous utilisons contre. Par exemple, l'équipe de football française contre l'équipe de football coréenne. C'est un jeu, on les oppose, on utilise contre. Ici, l'enfant dit, oh là là, il y a 3 personnes dans une équipe, dans l'équipe des bandits, des malfrats, des gangsters, et le jeune homme, lui, il est tout seul dans son équipe. Donc, elles disent 3 contre 1. Oh, c'est vraiment injuste. Injuste, ce n'est pas juste, c'est injuste. Vous avez le juste, vous avez un, on veut dire le contraire. Injuste, pas juste. Donc, 3 personnes qui essayent de voler une personne innocente, naïve et toute seule, ce n'est vraiment pas égal. C'est vraiment inégal, c'est injuste. Et ce jeune bourgeois, comment est-il arrivé dans cette taverne? Vous vous souvenez, taverne, c'est le nom que nous donnions aux bars et aux restaurants à l'époque, au Moyen-Âge, à la Renaissance, bien avant la République française. On appelait ça des tavernes. Donc, elle se demande, mais ce jeune bourgeois, comment il est arrivé dans cette taverne? Comment il est arrivé là? À l'époque, c'était une arnaque très courante. Une belle jeune femme séduisait un naïf riche jeune homme et l'emmenait dans une taverne malfamée. À l'époque, à cette époque-là, c'était une arnaque. Vous vous souvenez, arnaque? Nous l'avions vu dans la leçon précédente. Une arnaque, c'est quand nous essayons de tricher pour gagner, pour voler de l'argent. Donc à l'époque, c'était un vol, c'était une triche, c'était une arnaque très courante. Très régulière, qui existait beaucoup. Une belle jeune femme séduisait un naïf riche jeune homme. Séduire. Quand on veut séduire, ça veut dire qu'on veut plaire. On veut que les gens soient attirés par nous. D'accord? Séduire, c'est essayer de courtiser, de plaire à quelqu'un. Donc, il y avait une belle jeune femme, la courtisane, qui essayait de séduire un jeune homme naïf et innocent très riche. Et cette jeune femme l'emmenait dans une taverne. Donc, elle lui disait « Oh, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es intelligent, oh là là, mais je crois que je suis amoureuse de toi !» Et le jeune homme, naïf, la croyait. Et alors elle disait « Viens avec moi, nous allons boire un verre dans cette taverne. » Et il la suivait. Tac. C'est comme ça que la courtisane arrivait à emmener ce jeune et riche homme. Souvent, les élèves font l'erreur. Quelle est la différence entre emmener et amener? Eh bien, amener, ça veut dire j'accompagne mon enfant, par exemple, j'amène mon enfant à l'école, je le mets à l'école et moi je repars. Par contre, si j'emmène quelqu'un, je vais avec lui, je l'accompagne et je reste à cet endroit. Donc, amener, j'accompagne quelqu'un et je repars. Emmener, je pars et je reste à cet endroit avec cette personne. Donc, elle l'emmenait, donc elle l'accompagnait et elle aussi, vous avez vu, elle allait dans la taverne malfamée, mal fréquentée, fréquentée par de mauvaises personnes, malfamée dont les mauvaises personnes, des personnes méchantes, allaient à cet endroit. Bien sûr, elle savait, elle avait prévu d'aller à cette taverne-là. Oh, que se passait-il ensuite pour ce jeune homme? Que se passait-il ensuite? Vous vous souvenez? Il se passait quoi? Nous avons le quoi à la fin. Si je veux mettre le quoi devant, ça va devenir que. Il se passait quoi? Que se passait-il? Si vous voulez mettre le quoi devant, et il va falloir faire l'inversion du verbe et du sujet. Il se passait quoi? Hop, je le passe devant. Je dois aussi inverser. Que
que se passait-il? On inverse. La forme que se passait-il est beaucoup plus à l'écrit et dans un registre plus élevé. Donc, que se passait-il ensuite pour ce jeune homme? On le faisait boire, jouer aux cartes et surtout, on le faisait parier de grosses sommes d'argent. On le faisait boire. On faisait boire qui? Le jeune homme. Ici, on, ce n'est pas nous. On, c'est la courtisane, le tricheur et la serveuse ou la servante. Donc, il le faisait boire. Quelle est la différence entre boire et faire boire? Boire, c'est moi qui bois. Par contre, faire boire, ça veut dire je donne à boire à quelqu'un. Par exemple, je fais boire mon chien. Je donne à boire à mon chien. Donc, ici, ça veut dire que faire boire, ce n'est pas lui qui fait l'action, c'est quelqu'un qui fait l'action pour quelqu'un d'autre. On le faisait boire, jouer aux cartes, on le faisait jouer aux cartes, et surtout, et particulièrement, on le faisait parier. Vous vous souvenez, dans la leçon d'avant, nous avions vu le mot un pari ou des paris. Les paris, c'est quand on fait une mise sur un jeu. Par exemple, si tu as le 2 de carreau, je te donne 3 €. Ça, c'est un pari. Eh bien, parier, c'est le verbe. Donc, on le faisait parier de grosses sommes d'argent. Donc, somme, vous vous souvenez, c'est une quantité d'argent. Et là, nous avons grosse. Alors, en français, grosse, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a beaucoup de poids. Gros, ça peut vouloir dire important, très important. Ici, ça ne veut pas dire que les pièces étaient grosses. Ça veut dire que le montant, que la quantité d'argent était énorme, était importante. Donc, on le faisait boire. Plus il buvait, plus il était sous. Plus il était sous, plus on le faisait parier de grosses sommes d'argent. Et comme le complice triche, le jeune homme perdait tout son argent. On lui dérobait toutes ses pièces d'or. Et comme le complice triche, vous vous souvenez, le tricheur qui cache des cartes dans son dos. Comme le complice triche, le jeune homme perdait tout son argent. Évidemment, il jouait à un jeu de cartes, mais ce jeune homme ne pouvait jamais gagner, puisque le tricheur, il avait toutes les cartes dans le dos pour pouvoir choisir et gagner. Donc, en fait, à tous les coups, le jeune homme, il perdait. On lui dérobait toutes ses pièces. On lui dérobait, dérober, c'est le verbe dérober, et ça veut dire la même chose que voler. On lui dérobait, on lui volait toutes ses pièces d'or. Souvenez-vous, avant, l'argent, il n'y avait pas les cartes de crédit, c'était des pièces qui étaient vraiment en or, des pièces d'or. Cette peinture a été créée pour avertir les jeunes personnes de cette arnaque. Donc, cette peinture a été faite, a été peinte, a été créée pour avertir, pour signaler, pour informer les jeunes personnes de cette arnaque. Donc, pourquoi on peignait des tableaux comme ça? C'était pour informer les gens que ça existait, cette arnaque. On leur disait qu'il fallait faire attention. Alors, c'était comme une campagne publicité de mise en garde contre les bandes de malfrats. Alors, c'était comme, ça ressemble à une campagne publicité. Vous connaissez la publicité. La publicité, il y en a à la télévision, il y en a à la radio, il y a des affiches de publicité. C'est quand on fait la promotion d'un produit ou d'un service. Une campagne, ça veut dire que c'est une série, un nombre de publicités. Donc, c'était comme une campagne de publicité de mise en garde, d'avertissement. Une campagne de publicité ou bien une campagne publicitaire, c'est une série d'affiches de publicité qu'on peut trouver sur Internet ou à la télé ou à la radio ou dans la rue. En France, il y a souvent des campagnes de mise en garde, des campagnes publicitaires de mise en garde. Par exemple, pour mettre en garde du danger de l'alcool quand on conduit en voiture, il y a plein de publicités à la télé qui nous disaient à quel point c'était dangereux de conduire et de boire de l'alcool.
C'était pour nous choquer, pour nous informer, pour nous éduquer. Et bien là, c'était la même chose en fait. Les peintres à l'époque, il y avait des peintres journalistes, des peintres qui faisaient un travail de journalisme comme avec le radeau de la Méduse pour informer les gens de l'actualité et des faits historiques. Mais il y avait aussi des peintres qui faisaient des peintures d'avertissement, des peintures de mise en garde, c'est-à-dire attention, c'est un danger, ne tombez pas dedans. Comme si, par exemple, je mettais une affiche dans un bus de la cigarette, c'est pas bon. Eh bien, à l'époque, au lieu de mettre des affiches de la cigarette, c'est pas bon, ils peignaient des tableaux pour alerter, pour avertir de ces arnaques. Tout à fait. À l'époque, la religion était très importante et avait beaucoup de pouvoir. Beaucoup de peintres réalisaient des œuvres pour dénoncer les trois ennemis d'un bon chrétien: l'alcool, la luxure et les jeux d'argent. Tout à fait, tu as raison. À l'époque, la religion était très importante et avait beaucoup de pouvoir. Ici, on ne parle pas de pouvoir des super-héros, mais pouvoir, la puissance. D'accord ? À quel point elle avait beaucoup de fortune, beaucoup d'argent et à quel point elle était importante et sérieuse. D'accord ? Beaucoup de peintres réalisaient des œuvres, faisaient des œuvres pour dénoncer. Dénoncer, c'est quand on veut signaler de quelqu'un ou quelque chose de négatif. Si je me suis fait voler mon téléphone, je vais à la police pour dénoncer le voleur. Ce voleur, il était brun, il avait les cheveux bruns, il avait les yeux bleus, bref, je dénonce, je signale qui était le voleur. Mais on peut aussi dénoncer un fait ou un événement. Je dénonce la corruption du président blablabla. Eh bien ça aussi, c'est dénoncer. On peut dénoncer un fait. Donc, il y avait des peintres qui dénonçaient, qui signalaient les choses ou les personnes négatives. Ici, ils dénonçaient les trois ennemis. Donc, les ennemis, vous savez ce que c'est? Ce sont les personnes dangereuses pour nous, qui nous veulent du mal. Les trois ennemis d'un bon chrétien. Souvenez-vous, à l'époque, en France et en Europe en général, il n'y avait pas de différence entre le gouvernement et la religion chrétienne. La religion chrétienne et le gouvernement, c'était la même chose. Tous les Français, toute l'Italie par exemple et toute l'Espagne étaient chrétiens et devaient être chrétiens. Donc, à cette époque-là, on faisait des publicités pour leur dire qu'est-ce que c'est qu'un bon chrétien. Qu'est-ce que c'est que les dangers pour un chrétien? Eh bien, les dangers pour un bon chrétien, quelqu'un qui croit en Dieu, c'est l'alcool, la luxure. Vous vous souvenez, la luxure, c'est l'abus de sexe et les jeux d'argent. Les jeux d'argent, c'est quand vous jouez, quand vous pariez des sommes d'argent. Pourquoi dit-on se faire plumer? Alors, se faire plumer, c'est une expression qui revient énormément à l'oral en France. Donc, nous avons ici un oiseau, un très bel oiseau même. Et l'oiseau, vous voyez, il a des plumes. Il a des plumes oranges, des plumes noires. Ça, c'est ce qu'on appelle des plumes. Cet oiseau s'appelle la huppe. Et vous voyez ces plumes-là? Eh bien, c'était des plumes qui valaient très cher à l'époque. Parce qu'on utilisait ces plumes d'oiseaux pour les mettre sur les chapeaux. Puisque souvenez-vous, à cette époque-là, tout le monde devait avoir un chapeau, tout le monde devait couvrir sa tête pour sortir de chez soi. Et plus on était riche, plus on avait des chapeaux et des coiffes très compliquées, très complexes. On mettait des plumes, on mettait des petits cailloux brillants, on mettait des bijoux. Et ces plumes de cet oiseau, les plumes de la huppe, c'était des plumes qui valaient très cher. C'était les plumes qu'on trouvait les plus belles à mettre sur un chapeau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que se faire plumer? Ça veut dire se faire escroquer. Et si vous faites attention, le jeune homme naïf, sur son chapeau, il a des plumes de huppe. Il a des plumes oranges. Et donc, ça nous signale à nous, en tant que public, que il a beaucoup d'argent, puisque c'était les plumes qui valaient le plus cher, et aussi
qu'il allait se faire plumer, qu'il allait se faire escroquer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dès la moitié du XIIe siècle, ce verbe signifiait tirer la moustache d'un homme, puis évolua au XIIIe siècle pour arracher les plumes d'un oiseau. Et ce n'est qu'au milieu du XIIIe siècle que plumer a pris le sens de dépouiller ou voler quelqu'un. Donc dès la moitié du XIIe siècle, 10 plus 1 plus 1, ce verbe signifiait tirer la moustache d'un homme. Donc la huppe, se faire plumer, ça veut dire enlever les plumes de l'oiseau pour les mettre sur le chapeau. Mais à partir du XIIe siècle, c'est-à-dire à partir de 1100 jusqu'en 1199, se faire plumer, ça voulait dire se faire tirer la moustache. Si quelqu'un vous tiriez la moustache, c'était une grosse insulte. Hein. C'était vraiment très insultant que quelqu'un vous tire la moustache. Bon, c'était les hommes, hein, pas les femmes. C'est sûr que pour les femmes, même maintenant, c'est encore insultant. Mais à cette époque-là, si on tirait sur la moustache d'un homme, on disait qu'on le plumait. Pourquoi? Parce qu'on arrache les plumes des oiseaux, et bien là, on arrachait la moustache de l'homme. On le plumait. Mais ensuite, cette expression, elle a encore changé. Elle a évolué, elle a changé. Au XIIIe siècle, c'est-à-dire à partir de 1200, cela a signifié arracher les plumes d'un oiseau. On a utilisé le verbe plumer pour signifier arracher les plumes d'un oiseau, puisque vous vous souvenez que ces pauvres oiseaux, on leur arrachait les plumes pour les mettre sur les coiffes et les chapeaux des demoiselles et des messieurs. Et enfin, au milieu du XIIIe siècle, c'est-à-dire de 1250 à 1300, plumer est devenu, a pris le sens, a pris la signification de dépouiller ou de voler quelqu'un. Vous avez le petit oiseau, vous le plumez, vous enlevez toutes ses plumes. Eh bien, il n'a plus rien, le pauvre. Il n'a absolument plus rien. Ça veut dire qu'on lui a absolument tout volé. Dépouiller, vous vous souvenez, ça a deux significations, soit déshabiller, soit voler. Un oiseau qui n'a plus de plumes, eh bien, il est déshabillé, il est dépouillé. Tout a été volé, on lui a tout pris. Donc si je résume au début, ça voulait dire tirer la moustache. Ensuite, arracher les plumes de l'oiseau. Et après, ça veut dire voler, dépouiller quelqu'un. Cela vient de la huppe, de l'oiseau, très apprécié par l'élite et reconnaissable à sa crête imposante. Le fait d'être déhuppé et donc déplumé symbolisait l'idée d'être ruiné. Donc cela vient de la huppe, de l'oiseau, qui était très apprécié, très aimé par l'élite, la bourgeoisie, les nobles, l'aristocratie. Et reconnaissable, on pouvait la reconnaître, il était possible de la reconnaître grâce à sa crête. Ça, c'est une crête. D'accord? Alors, si vous vous souvenez bien, il y a 20 ans de ça, les garçons, ils avaient une coiffure, ils mettaient les cheveux droits. Ça s'appelait une crête. Les Indiens, ils ont des crêtes. Ils se font des crêtes avec les cheveux. Les crêtes, c'est chaque fois que vous avez une coiffure qui est toute debout comme ça. Ça s'appelle une crête. Donc, cet oiseau avait une crête avec ses belles plumes. Et le fait d'être déhuppé, souvenez-vous, dé, ça veut dire enlever, le contraire de. Si je lui arrache toute sa huppe, si je lui arrache toutes ses plumes, il est donc déplumé. Il n'a plus de plumes, ce qui symbolisait l'idée d'être ruiné. Être ruiné, ça veut dire avoir perdu tout son argent, toute sa fortune. Donc, se faire plumer, ça a commencé avec un oiseau qui avait ses belles plumes dont on se servait. On peut aussi utiliser l'expression se faire pigeonner, qui est un registre beaucoup plus courant. La quantité de pigeons dans les domaines montrait la richesse du propriétaire. Donc au lieu de dire se faire plumer, on peut dire aussi se faire pigeonner. Ça, c'est un pigeon. Et pigeon, on l'a transformé en verbe, pigeonner. Pourquoi? C'est un registre beaucoup plus courant. Donc, se faire plumer, c'est un registre élevé, soutenu, et pigeonner, c'est vraiment un verbe très courant. Il ne faut pas le dire, par exemple, à son professeur ou dans le cadre professionnel. Pigeonner, c'est
on l'utilise avec les amis et avec sa famille. La quantité de pigeons dans les domaines montrait la richesse du propriétaire. Les domaines, ce qu'on appelle un domaine, c'est toutes les terres que possédait une personne. Je possède une maison plus 3 km² de terre. Eh bien, ça s'appelle un domaine. Le domaine, c'est l'ensemble terre plus maison de ta propriété. Donc, la quantité de pigeons, plus vous aviez de pigeons, plus ça montrait que vous étiez riche, que vous aviez beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet. Chaque fois que vous vouliez faire des affaires, que vous vouliez faire du commerce, il fallait écrire une lettre et l'envoyer par pigeon. Et donc, plus vous aviez de pigeons, plus vous faisiez de commerce, plus vous faisiez de bonnes affaires. Pour réussir de beaux contrats ou de beaux mariages arrangés, certains n'hésitaient pas à ajouter de faux pigeonniers. La mariée et sa famille se faisaient ainsi pigeonner. Pour réussir de beaux contrats, pour faire de bons contrats commerciaux, pour faire de beaux contrats, pour faire du commerce, pour faire du business, pour faire des affaires, ou bien pour faire de beaux mariages arrangés. Les mariages arrangés, ce sont des mariages qui ne sont pas d'amour, mais des mariages où on fait des affaires. Par exemple, à l'époque, les mariages arrangés, l'homme cherchait une femme dont les parents avaient beaucoup d'argent et la femme cherchait un homme qui avait beaucoup d'argent pour que le mariage puisse être bénéfique au niveau des affaires, au niveau de l'argent. Donc, pour réussir des contrats et pour réussir des mariages arrangés, certaines personnes, certains n'hésitaient pas à ajouter de faux pigeonniers. Le pigeonnier, c'est la maison des pigeons. C'est là où le pigeon vit. Donc, rappelez-vous, plus vous avez de pigeons, plus vous faites des affaires, plus vous faites de commerce, puisque vous écrivez beaucoup de choses. Donc, plus vous avez de pigeonniers, c'est-à-dire des endroits où dorment vos pigeons, plus vous avez de pigeons. Et donc, plus vous êtes riche, plus vous faites de commerce. Donc, pour montrer que vous êtes influent, que vous avez de la puissance et du pouvoir, il faisait exprès de rajouter des pigeonniers à côté. Il n'y avait pas de pigeons dedans, d'accord? Ils n'avaient pas autant de pigeons que ça, mais ils mettaient beaucoup de pigeonniers pour faire croire, pour faire semblant qu'ils étaient influents, qu'ils avaient beaucoup d'argent, qu'ils faisaient beaucoup d'affaires, qu'ils avaient beaucoup de pouvoir. Comme ça impressionnait la future mariée ou le futur marié, et ça impressionnait ceux qui venaient faire des contrats. Oh là là, mais regardez, il a beaucoup de pigeonniers, ça veut dire qu'il fait beaucoup de commerce, il doit vendre beaucoup de produits. C'était pour faire peur, pour impressionner les autres. Donc, par exemple, la mariée et sa famille se faisaient ainsi pigeonner. La famille qui faisait un contrat de mariage pour sa fille disait « Oh là là, je la marie à un homme très très riche ». Ils signent le contrat et en fait, ils s'aperçoivent que pas du tout. Ces pigeonniers, c'était des faux pigeonniers, il n'y avait pas de pigeons dedans. Et donc, qu'en réalité, l'homme, le marié, n'avait pas autant d'argent que ça. Ils se sont fait avoir, ils se sont fait duper, ils se sont fait pigeonner. Ils se sont fait avoir par des pigeons. D'où l'expression « se faire pigeonner ». Je vous remercie d'avoir suivi cette leçon numéro 10 ensemble et espère vous revoir bientôt pour la prochaine leçon. Au revoir.